Allô. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce jeudi. Nous sommes le 27 mars 2014. Il est 16h30. Je suis désolé pour mon retard. Hier soir, j'étais à la nuit du trading et aujourd'hui, j'avais beaucoup de boulot. Vous avez vu que j'ai sorti une vidéo de la grande journée du trading. Donc, c'était il y a plusieurs mois maintenant. C'était la dernière vidéo que j'avais à sortir de cet événement. C'était la conférence de Daniel Dupuis que vous pouvez retrouver en haut de la page d'accueil sur videobourse.fr. Donc, c'était sur le money management. Euh, voilà, rien d'autre. Hier, j'ai filmé le grand débat, mais vous pouvez le retrouver déjà sur YouTube puisque c'était filmé et diffusé en direct par comment il s'appelle, IG qui a mis les moyens hier. Hein, putain, c'était une belle soirée. Sinon, j'ai fait deux interviews. Donc une d'Alexandre Baradez où il donne son point de vue assez poussé sur les marchés, sur ses convictions, et une interview de Gilles Serrault, expert en ce qui est un coach mental, pas n'importe quel coach mental, puisqu'il avait quand même, alors je sais plus, il le dit, mais il avait plusieurs joueurs de l'équipe de France 98 au moment non, pardon, il avait plusieurs joueurs de l'équipe de France en 2006 quand il était finaliste. Donc il était coach mental dans le football professionnel. Il a travaillé avec Stéphane Sodutey, notamment sur l'écriture d'un livre, et donc j'ai eu son interview, c'est intéressant. Et sinon, je ferai un reportage global sur la soirée. Donc tout ça sera diffusé la semaine prochaine. Voilà. Là, très prochainement, qu'est-ce qu'il y a comme vidéo qui va sortir? Vous le verrez. Déjà, profitez de cette vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas vue. La conférence de Daniel Dupuis, qui est un entraîneur professionnel à la corbeille, comme on dit, donc sur les parquets. Eurex, Matif, ouais, et donc il sait de quoi il parle. Il traite depuis le début des années 90. On l'avait reçu ici en interview. Fikizé, il m'a endormi IG hier, sauf Benoît. Disait Phil, mais il a pas parlé longtemps. Effectivement, Benoît qui a eu pas beaucoup de temps pour parler, mais c'était vraiment sympa. D'ailleurs, Benoît, hier après, on est allé avec toute son équipe là de Enlil, enfin les gens qui le suivent et qui participent à son forum, etc., dans un bar, il y avait Crédit justement. Donc c'était sympa, une bonne ambiance. Voilà. Bon, donc voilà. Alors, actuellement, je suis vendeur sur l'euro-yen, qui décale plutôt pas mal, donc c'est un beau profit en cours. J'attends que le mouvement s'essouffle pour éventuellement prendre mon bénéfice. Alors, si on étudie ce qui se passe sur les autres paires, c'est plutôt pas mal cette vente. On voit que sur le cal aussi ça accélère, donc tant mieux. Qu'est-ce que je peux dire? Pas grand chose, si ce n'est que c'est vraiment une belle journée et ça me permet en cette fin de mois de mars de repasser positif. On va voir si je tiens encore demain. Alors demain je ferai là le matin à peine en fait parce que je vais vite partir au salon d'analyse technique, même si ma première vidéo, la première conférence que je dois filmer elle est à 12h30. Mais bon voilà, peut-être que je prendrai des positions mais de 0,5 lots, donc en levier 0,5. Avec mon téléphone, je les gérerai parce que j'ai l'application MetaTrader, mais je ferai vraiment une exposition moindre puisque forcément je serai occupé à d'autres choses, donc je ne vais pas prendre ces risques. S'il y a des bonnes occasions, s'il y a des gros décalages, je les suivrai donc avec une position très faible. S'il n'y a pas de raison, je ne traderai pas. Et sinon, le lundi, donc la dernière journée du mois, mais a priori, ça pourrait être un mois de positif. En tout cas, pour le moment, on est reparti de l'avant. Et ça fait plaisir. C'est quand même le but de mon travail. Alors, je laisse courir pour le moment ma vente sur l'euro-yen qui décale. On voit qu'on a des plus bas, donc des zones de support potentielles. On verra comment ça se comporte. Je suis prêt à prendre mon bénéfice si besoin est. Ah oui, merde. Voilà. Mon stop est en place. Donc voilà. Bon. Donc ce jour, ouais, c'est une belle journée qui a été réalisée, notamment cette nuit quand je suis rentré justement j'ai pris quelques trades, ça s'est bien passé sur le dollar yen et sinon la matinée j'ai tradé et je cumule aujourd'hui 441 € de profit, donc on va plus de 0,4%, je suis très content. Si le second du RSA disait Phil, ouais, effectivement ici de Benoît hier, c'était marrant. Tu sens que Benoît parle avec ses tripes, il est sincère, rien à vendre, disait Anonymous, c'est beau à voir, effectivement, ouais, c'est vraiment un bon gars. Vos TPS disait Anonymous, on change pas une équipe qui perd. Pas comme Moscovici qui a sa place de prêtre comme commissaire européen. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Phil. Alors ça ralentit un petit peu, pour l'instant j'ai square, mais je suis méfiant parce qu'on est dans une zone de support potentiel. Non, je prends mon bénéf. Prise de bénéf sur l'euro yen, en dehors du marché, et je surveille pour d'éventuelles prises de position. Alors, donc vous avez pu suivre en direct, hein, même quand je suis pas
en train de faire le live, de toute façon mes prises de position pour ceux qui s'intéressent via le maillot Fixbook. Donc là, je vais jeter un coup d'œil, voir les statistiques, mais tout est repassé dans le vert. Donc après des premiers jours de trading qui a été délicat, bon, rien d'alarmant non plus, hein, tout a été dans le respect des normes de gestion du risque, etc. Eh bien, j'ai eu de belles journées de profits qui permettent de repasser dans le vert sur ce compte. Même si ça va être un petit mois de mars, c'est un mois positif et ça c'est vraiment important et encourageant pour la suite. Ok, je vous rappelle qu'il s'agit d'une émission qui s'appelle Trader Ensemble, l'idée est de partager nos points de vue, avis, prise de position. Vous pouvez nous rejoindre via le chat écrit et participer via le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Pour ça, pas besoin de vous inscrire, vous entrez au pseudo, un message et je fais le point régulièrement. Ou par audio, il vous suffit d'avoir un micro. Vous avez toutes les informations pour nous rejoindre en cliquant sur le lien Mumble, M-U-M-B-L-E, en haut à droite, au-dessus du cadre de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Je vous rappelle que dans le cadre de cette émission, aucun conseil d'investissement n'est fourni. Il ne s'agit que d'avis et d'opinions qui n'engagent que moi quand je m'exprime et qui sont donnés à titre et partagés à titre indicatif. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'avis d'un des membres, que ce soit par le chat audio ou écrit, cela incombe de votre responsabilité. En part, je gère un compte réel, un MAM, compte mutualisé, qui s'élève actuellement à 101 485 €, dont vous pouvez suivre les résultats à tout moment en cliquant sur le lien résultat du compte et MAM au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Voilà. En dehors du marché pour le moment. Mais Fixbook étant mise à jour. Mais bon, on ira voir ça plus tard. Alex qui disait j'achète l'euro-yen direct. Ok, moi je serais plutôt vendeur. Je viens de prendre mon bénéfice, mais si je vois que le mouvement est fort, je pourrais suivre l'impulsion. Je serai à la fois l'euro-yen et le câble qui m'ont l'air assez fort. Allez, je suis l'impulsion sur le câble, prise de position à la vente, 5000 lots, 50 000 $. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? Ça on avait vu, hein. Double top possible sur le Royen Fab, 640.30, 40 sont breakés. On peut perdre 50 pips de plus derrière. Si Hero vient, il va toucher une retraite pleine, disait Phil. Le pauvre Hero, disait Anonymous. Remaniement Fab lundi. Ah ok. Putain, il ne s'est rien passé cet après-midi, disait Alex. Jeu de chaise musicale. Je vais lui balancer un bitcoin à la figure pour le coup. Je prendrai un HDD 3.5 pouces pour faire un max de dégâts. Ils croquent dans le gâteau, chacun leur tour, disait Phil. Achat de Royal Madoc pour Alex. Anonymous qui rigolait, qui disait Benoît au sujet des bouchons parisiens. Pourquoi l'autre en face il avance pas? LOL sur AUD USD, on a frôlé mon take profit à 1.4 pips, j'ai horreur de ça. Enfoiré de marché, dit Anonymous. Ok. Alors, toujours vendeur sur le câble. Pas grand chose à signaler. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y avait sinon? Eh bien, on va aller voir les points de vue des uns et des autres dans les différentes salles de marché. Alors demain, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui seront au salon des techniques, moi j'y serai donc. Tiens, justement à propos du Bitcoin, la voie explorée pour changer le monde du e-paiement. On écoute le point de vue de mesfinances.com à ce sujet. I'm going to tell you a story. At first, it's going to sound ridiculous. But the longer I talk, We have to find the keys. the more rational it's going to appear. They're
can't believe you found coffee. Sugar, right? Yeah. No, hold on. 3. You like 3. How many times have we been here? How many times? For me, it's been an eternity. This is not the end. The invasion will fail. Alors je me suis lancé dans le Bitcoin parce que j'ai un parcours dans le domaine du paiement électronique et que mes deux associés m'ont fait découvrir Bitcoin il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a 3 ans même, et j'ai tout de suite vu que dans Bitcoin, il y avait une rupture nette et franche dans le domaine du paiement électronique par rapport à ce qui se faisait depuis 30 ans. Et c'est ça qui est devenu vraiment une obsession, c'est que j'ai découvert ce logiciel libre, toutes les facettes qu'il recouvrait, et on s'est dit avec mes associés que c'était vraiment la voie à explorer dans le domaine du paiement électronique pour changer les choses dans les années qui viennent. Ce qu'on fait en fait de façon radicalement différente à l'ensemble des places de marché, c'est que nous n'opérons pas de transactions en temps réel, de transactions Bitcoin en temps réel chez Bitcoin Central, Paymium. On opère les transactions par batch, donc une fois par jour, et ces transactions ne sont réalisées, les sorties de Bitcoin ne sont réalisées qu'après un audit comptable de nos bases et la vérification que l'ensemble des transactions, manuellement, correspondent à des actions qui ont été initiées par des clients sur le site. Donc c'est important de savoir que chez Bitcoin Central, toutes les transactions sont faites après des audits comptables et qu'en plus, aucun Bitcoin des clients n'est stocké sur les serveurs de la société. Tout est stocké en cold storage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles à un piratage informatique. Dans le cadre de l'acceptation des paiements Bitcoin par les marchands, il est important de pouvoir proposer aux commerçants de recevoir des bitcoins et qu'ensuite ils soient convertis instantanément en euros. Le marchand ne veut pas conserver des bitcoins, ne veut pas s'exposer à la volatilité du bitcoin. Donc l'offre de Paymium pour les marchands est très simple, c'est qu'ils proposent l'acceptation des paiements de ces articles en bitcoin. Le payeur, le client, va payer directement en bitcoin et par notre intermédiaire, le bitcoin reçu, en tout cas la somme reçue en bitcoin, est immédiatement convertie en euros et remise au marchand, de telle sorte que la somme demandée en euros par le marchand correspond exactement à la somme que nous lui reversons. Et l'offre va plus loin, puisque l'acceptation des paiements Bitcoin est gratuite pour le marchand, complètement. C'est 0% et 0 € sur chaque transaction. On attend une prise de position européenne unifiée en fait, sur Bitcoin et sur l'encadrement peut-être des activités telles que la nôtre de place de marché. L'intérêt et l'important, c'est qu'on ait vraiment une démarche unifiée en Europe, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale entre les différents territoires et leurs acteurs. Donc attendons de voir ce qui va sortir des études demandées par le ministère des Finances. J'espère du bien et j'espère surtout qu'ils ne mettront pas, avec une décision trop hâtive, la France dans le dernier wagon de ce train qui avance assez vite. Si on veut être compétitif dans le domaine, il faut avoir des prises de position tranchées et ambitieuses. Donc c'est ce que nous on attend de la part du ministère. Il y a peu d'explications, peut-être de l'attente. On voit souvent des périodes calmes avant les tempêtes. Donc on verra. En tout cas, le climat général autour de Bitcoin à l'échelle mondiale est assez favorable. Tous les acteurs, qui soient institutionnels, commerciaux ou financiers même, ont des approches qui sont de plus en plus constructives avec cette technologie et avec l'utilisation de Bitcoin. Donc tout semble bien avancé. Voilà, donc ça c'était le point réalisé par Main Finance. Bercy dans les coulisses du forum franco-chinois. Ouais, donc là il y a des relations commerciales entre la France et la Chine.
Tiens, intéressant mais en anglais, donc on va pas le regarder puisqu'on est une émission francophone. Je laisse le lien pour ceux qui comprennent l'anglais. Voilà l'adresse vers une vidéo d'un gérant de hedge fund qui gère 700 millions de dollars. Voilà, qui donne son point de vue et qui discute avec un gars que je suis sur YouTube. Donc ça va être intéressant. Je regarderai ça moi plus tard. Toujours en or hein, sur mon cap, ça bouge pas des masses. D'ailleurs, je vais peut-être prendre une sortir parce que j'ai pas envie de m'exposer pour rien. Ouais, allez, go. Putain. Bref, c'est pas grave. Ouais. Moi, je préfère sortir. Et voilà, là c'est marrant là, ce que je viens de dire. Parce que vous voyez, j'ai dit putain, j'étais énervé. Alors que c'est complètement bidon, la raison. C'est juste parce qu'au moment où j'ai voulu cliquer, j'étais à plus 14 centimes, je crois. Et au moment où j'étais exécuté à moins 20 centimes. En fait, c'est complètement insignifiant sur un compte de 100 000 euros, d'ailleurs, même sur n'importe quel compte. Enfin, sauf si c'est des petits comptes en centimes, etc. Mais voilà, c'est une différence en fait d'un cinquième de la cinquième décimale après la virgule. Mais l'aspect psychologique de pas gagner de l'argent sur un trade et d'en perdre, c'est marrant quoi. C'est pour ça que je me suis dit putain, c'était vraiment un réflexe. Et juste après, je me suis dit mais on s'en fout, enfin c'est pas la question, mais c'est purement psychologique. Donc quoi qu'il en soit, je reste attentif, je surveille le marché, je suis prêt à intervenir si besoin est. Donc j'attends un mouvement clair qui me sera indiqué par les marchés, les 4 paires majeures que je surveille. Le chômage est un drame national selon Marc Fiorentino. On écoute son point de vue, c'était ce jour au micro de BFM Business. Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour Stéphane. Marc Fiorentino. Qu'est-ce qui vous arrive Stéphane? Le sujet du jour. Bien Marc. sûr, les chiffres du chômage, Ouais, comment ne pas en parler, surtout quand de nombreux commentaires tournent autour de l'impact du chômage sur les municipales ou sur le poste de Jean-Marc Ayrault, comme si c'était ça l'enjeu. Alors n'ayons pas peur des mots, ce qui se passe sur l'emploi est un drame national. On enchaîne les records et on enterre chaque jour un peu plus les seniors sans emploi, un drame national, mais aucune mobilisation nationale. Et le pacte de responsabilité, alors quelle place il peut avoir là-dedans en ce moment, Marc Fiorentino? Stéphane, il faut une fois pour toutes décréter l'état d'urgence sur le chômage, l'état d'urgence comme on le ferait pour la propagation d'un virus mortel ou un tremblement de terre. Au lieu de ça, on traîne, on mégote, on joue avec le temps, alors que le temps provoque un massacre. Le pacte de responsabilité se vide chaque jour un peu plus de son sens, mais même vide, on n'arrive pas à le signer. L'opposition est à l'attaque face au gouvernement? Là encore, on ne devrait plus en être là face à un drame national. Il devrait y avoir une unité nationale, une union sacrée, comme les Allemands ont su le faire pour ramener le chômage à une baisse historique. Ok, l'impulsion se poursuit sur le câble, je tente une nouvelle vente. Je suis pas vraiment à l'aise parce qu'on est dans une zone qu'on a pas mal travaillé, donc ça peut être pile sur une zone de support. Après, j'ai pas non plus peur parce que je pense sur l'impulsion et quand même ça se passe mal, j'ai l'occasion de re-rentrer. Donc pas de pression, je suis l'impulsion. On est encore sur des heures relativement volatiles, 16h49. Voilà, je tente, je suis l'impulsion. Si on doit casser et si la zone de support doit céder, on peut retracer assez rapidement le mouvement de hausse qu'on avait eu ici, puisque c'est une zone qui n'a pas été beaucoup distribuée. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un pari qui en vaut comment on dit, le risque en vaut la chandelle. Donc je short ce cap toujours avec 0,5 lot à suivre. Pour combattre le chômage, répétons-le, il faut de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut des entreprises viables et dynamiques. Il est temps que les dirigeants politiques signent leur propre pacte de responsabilité. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Marc Fiorentino. Point de vue du côté des publications Agora, on écoute ça. Bonjour à tous, séance du jeudi 27 mars 2014, on consolide un petit peu à Paris, on perd 0,4%. Après 2 séances de forte hausse, l'événement de la journée, c'est bien sûr la dernière estimation du PIB américain pour le 4e trimestre
2013. Il est attendu à plus 2,7%. Ce matin, on expédie des affaires courantes avec quand même 4 valeurs qui se mettent en évidence. La plus forte progression, c'est le Bélier. C'est un équipementier automobile qui surfe encore sur de très bons résultats. L'action gagne plus de 10% et n'est pas encore très chère avec un PER de 10, également bien orienté Areva. Vous savez que le président chinois est à Paris actuellement, est en France même actuellement. Il y a des contrats de signés et Areva bénéficie bien sûr de l'ensemble de ces contrats. L'action gagne plus de 4%. A l'inverse, on peut noter une déception concernant Alstom. Il y aurait des pratiques de corruption aux États-Unis. En tout cas, il y a une enquête anticorruption aux États-Unis qui vient d'être lancée dans laquelle Alstom serait impliqué, et il y aurait des ramifications jusqu'en Indonésie et en Chine. L'action perd 3,5%. Enfin, JC Decaux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rehaussement de recommandations de la part du Crédit Suisse, l'action gagne 3%, mais attention quand même sur JC Decaux, le PR est très élevé puisqu'on est sur un PR supérieur à 30. On peut se demander pourquoi le Crédit Suisse vient si tard dans ce dossier, alors que l'action a connu une croissance exponentielle. Sur l'échange, pas grand-chose à signaler. L'euro est toujours sous les 1,38, 1,3780, alors qu'on devrait avoir la semaine prochaine, à l'occasion de la réunion de la BCE, des mesures de soutien, peut-être des taux d'intérêt négatifs, peut-être encore une baisse des taux, peut-être des achats d'obligations souveraines de la part de la BCE. Bref, toutes les options sont ouvertes. À noter également qu'en Ukraine, ça se calme un petit peu. C'est pour cela que l'or rebaisse et est actuellement sous les 1300 $. On est à 1299 $ très précisément. Voilà, très bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ouais, de retour. Alors, toujours vendeur sur mon câble. Qu'as-tu pensé de la nuit trading? Ouais, très bien, franchement, super. Bah, moi j'aime bien ces événements. Après, faut savoir ce qu'on vient y chercher. Je pense qu'au niveau du contenu, il n'y avait rien de révolutionnaire. Mais en même temps, c'est un peu normal, ce type d'événement se multiplie. Les salons se multiplient. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas réinventer les règles. Il y a de l'avancée, voilà. Je pense au dernier salon, notamment Tarek avait eu pas mal de succès avec le carnet d'or, qui était peu évoqué avant. Donc là, on va en reparler pas mal, à mon avis, demain et après-demain. Là, la journée d'IG, le thème qui était abordé, bah, c'était de l'analyse macro et de l'analyse contextuelle, même de l'analyse technique par Alexandre Baradez. Ça, c'est toujours utile. Alexandre Baradez fait très bien son travail. L'analyse qu'il produit est assez complète, bien expliquée, bien présentée. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a Benoît, même s'il a parlé que rapidement. Bon, c'est un parcours super marrant, super intéressant. D'ailleurs, je vais le re-recevoir bientôt. On en a parlé hier pour une autre interview longue. Je voulais en faire une hier, mais on n'aura pas eu le temps de beaucoup développer. Je sais pas exactement quand, mais on va faire un truc. Mais il a beaucoup de choses à dire. J'ai parlé avec lui, franchement. Je serai à peu près à quel thème aborder, et à mon avis, on aura vraiment des avis intéressants. Parce que Benoît, il a une très grosse expérience des marchés. Ensuite, et en plus, maintenant, il travaille avec beaucoup quand même. Il travaille avec des fois 100 000, des fois 160 000 euros en compte propre. C'est pas rien, c'est un sacré gars quand même. Alors, il y a qui d'autre? Il y a. Donc, ça, c'était Benoît.
Il y a qui... Ouais, il y a eu Gilles Serrault sur la psychologie. Là encore, honnêtement, rien de révolutionnaire au niveau de ce qu'il a appris. Par contre, la qualité du mec qui parle, la crédibilité de l'intervenant est quand même à prendre en compte. C'est-à-dire, c'est un gars, quand il parle de psychologie en rapport avec la performance, voilà, il a été coach pour plusieurs joueurs de l'équipe de France 2006, coach mental, donc c'est un gars, il va pas te parler n'importe comment. Il a écrit un livre avec Stéphane Soluté qui est gérant de SICAV. Voilà, c'est du contenu de qualité, c'est un intervenant de qualité. Après, on a parlé de... il y a eu Xavier Fenot. Là, c'était assez intéressant, qui nous expliquait son point de vue et sa méthode de travail. Voilà, quoi qu'il en soit, on a eu quand même des professionnels de qualité. Après, au niveau de l'organisation de la soirée, alors là, c'était nickel. Déjà, c'était Salvagram. Je sais pas si ceux qui connaissent, mais c'est une salle qui est superbe. Bon, il y a eu une petite pause pour boire et manger, pour ceux qui voulaient, il y a des petits trucs. En fin de soirée, on a eu Gaspard Proust, le comique là, qui a la cote, du côté de chez Canal+. Donc il y a un vrai effort pour bien recevoir les gens. Et après, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le networking, là, se faire du réseau, voir les gens régulièrement, etc. Et ça, c'est super important. Voilà, en tout cas pour quelqu'un qui veut faire une carrière ou qui veut en tout cas progresser, etc. Je pense que ce type d'événement, quoi qu'il arrive, c'est vraiment intéressant, quoi. Tu rencontres des gens, et le fait de faire des rencontres humaines, ça a beaucoup plus de valeur que de faire des rencontres en ligne, mais les deux sont intéressantes, et parfois l'une amène à l'autre, pour monter des projets, etc. Et moi j'ai revu des gars, que je sais, ça fait longtemps qu'eux ils faisaient de la gestion. J'aurais dit, ouais voilà, moi aussi j'en fais un petit peu en ce moment, j'ai trouvé ça pour mettre en place ma structure. Eux ils m'ont dit ce qu'ils avaient fait, on va rester en contact, on va s'échanger nos avis, nos manières de travailler. Donc, tout ça c'est super pour moi. Moi je trouve que c'est formidable et voilà. Ça on avait vu, c'est... Allez, config, plus une zone de demande travaillée 5-6 fois aujourd'hui. C'est vraiment pas top pour l'achat d'après-midi ceci. Couper mon long sur l'or à équilibre, ça hésite trop. Je m'attendais à un peu plus d'explosion. Quand tu mentionnes le trading, ceci que t'as un Skype. Toujours pas vu la série Scalpable. Non, Phil, j'ai pas vu cette série. Oui, la partie du coach sportif, c'était le plus intéressant, je trouve, des Sauciques. T'as distribué ta carte de visite, Fab? Bah, après, franchement, au niveau des professionnels, je connais déjà beaucoup de monde, donc je la donne moins, mais j'en ai distribué quelques-unes, pas beaucoup, 2 ou 3. Et au niveau des particuliers, oui, c'est toujours l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Et quoi qu'il arrive, c'est bon pour mon site, ce type d'événement aussi, puisque moi je filme, j'ai mon pied avec marqué videobourse.fr. Voilà, les gens, ça peut les amener à voir, et voilà. Je rencontre souvent des gens. Là, il y avait un mec, alors, comment il s'appelait déjà? Je me rappelle plus. Peut-être Simon. Je me rappelle plus. Non, peut-être, je me rappelle plus. Et c'était marrant. Lui, il est venu. Mais je sais que beaucoup de gens viennent me voir et c'est comme ça. Ils viennent me voir et me disent, ah oui, je te suivais à l'époque. Tu t'es pris des sacrés gamelles, etc. Et ça reste vachement dans la tête des gens quand tu perds, quoi. Mais moi, ça me va bien. Parce que j'ai pas du tout honte par rapport à ça. Mais ouais, le gars disait, machin. Donc voilà, je discute avec eux. Et bah, beaucoup me disaient aussi, ouais, j'ai vu, ça y est, maintenant tu gères un peu, etc. Ouais, voilà. Donc ça, c'était intéressant. Alors attends, il y avait quoi qui était sur le chat écrit? Toujours pas les séries sans nom. Peut-être ça on avait vu. Fallait en profiter pour récolter des capitaux, disait Phil. Récolter des capitaux, j'ai pas vu, mais là encore, par rapport à ce projet, j'ai eu des choses vraiment intéressantes. Mais d'ici peu, je vais me créer un compte spécial trading, je t'enverrai ça sans souci, disait Saucic. Alors on a un décalage du côté du câble, je suis super content. Enfin, je suis super content. Un peu excessif comme terme, je suis qu'avec 5000 îlots. Je suis plutôt satisfait de ce décalage, et si je vois que ça ralentit, je prends le bénéf. Il est tard, donc je cherche plus des gros décalages, là je prends déjà 13 points. C'est très bien, mais l'impulsion est encore assez forte, donc je laisse courir. Seras-tu sur l'analyse technique et des prévisions boursières? Oui Max, effectivement. Je serai là demain. Je dois filmer 6 conférences et je dois faire des interviews.
Ça ralentit un petit peu. Prise de bénéf sur le câble et je reprends position si je vois qu'on a de nouveau du mouvement. Je passe la barre des 0,5%, donc ça commence à être une excellente journée. Pourvu que ça dure. 6 disait Phil. Bah d'habitude j'en filme même plus. Hein. Là c'est 3 par jour. 3 par jour. Hein. D'habitude j'en filme des salons comme ça en esthétique, etc. Je devais en filmer une quinzaine en tout. Hein. Là j'en filme 6. Non, c'est pas beaucoup. Pourquoi tu penses que c'est trop, Phil? Après, en plus, c'est peut-être les dernières fois où je vais faire des salons comme ça, etc. Je sais pas, peut-être pas, ça dépend comment évolue le site. Mais là, on va voir comment évolue la gestion sur tout ça. Là, déjà fin mars, je vais pouvoir montrer mes résultats à mon client, lui indiquer ce que j'ai fait. Théoriquement, on m'avait dit que si ça se passe bien, les premières semaines, on devrait assez rapidement passer à 200 000, voire 300 000 euros. Là, ça va être des sommes un peu plus conséquentes à gérer. Après, ça commence à être plus que ça. On va voir. Après, ça deviendra vraiment mon activité à part entière. Donc, on verra. C'est trop parce que tu trades maintenant. Enfin voilà, on verra. En tout cas, ça par rapport à la gestion de fonds, vous voyez, là les personnes, notamment, ouais, les quelques personnes que j'ai rencontrées, mais surtout une personne, je ne veux pas le citer parce que je ne sais pas trop s'il serait d'accord, mais c'est un gars qui est vraiment sérieux, tu vois, un mec qui travaille dans la finance depuis des années, qui était gestionnaire de fonds avant chez Dubus, qui avait une licence, tout était nickel au niveau légal, etc. Et le problème, c'est que Dubus, ils ont eu les problèmes que vous connaissez sans doute, beaucoup. Enfin, ça a été racheté par Bourse Direct, à cause d'un problème avec le machin, la TVA, éco-TVA, je sais pas quoi, avec le carburant, enfin, dans les émissions de CO2. J'ai pas compris. En tout cas, il y a eu une affaire avec Dubus, et Dubus devait 140 millions d'euros, je crois, à l'État. Ils n'ont pas pu payer, et du coup, ils se sont fait racheter par Bourse Direct. Et Bourse Direct n'a pas racheté les licences de gestion, ce qui fait que le mec était dans l'embarras puisqu'il a plus de solution, donc il est en train de chercher de nouvelles. Et lui-même, et en plus il est plus âgé que moi, hein, je crois qu'il doit avoir 40 ans, tu vois, eh bien il cherche une solution lui aussi légale pour pouvoir reprendre son activité. Alors là, il a trouvé quelque chose, mais pareil, c'est pas clair quoi. Et pourtant il est vraiment de bonne volonté ce gars-là, il a même des contacts chez l'ACP Banque de France, et il a du mal, etc. Et donc ce qu'on disait, c'est effectivement peut-être on va se regrouper, lui-même il connaît aussi d'autres personnes sérieuses qui sont dans sa situation, et comme on dit, l'union fait la force. Essayer de trouver quelque chose, d'échanger nos expériences, en tout cas ça peut que être bon. Donc voilà, ce type de rencontre là, c'était pas mal du tout. Même Cusack avait un compte chez Dubus, disait Phil. Bon, là, je suis en dehors du marché, je surveille. On va voir s'il y a des décalages. Il n'y a pas eu de gros mouvements ce jour. Effectivement, tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était calme et qu'on s'ennuyait. Du côté de Forex Factory. Il y avait à 15 h de publication les ventes de maisons en attente aux États-Unis qui sont tombées moins bonnes que les attentes, mais c'était proche des attentes. Ce matin, il y a eu des nouvelles par rapport à l'économie britannique, notamment les ventes au détail qui sont tombées meilleures que les attentes. Début d'après-midi, on avait eu les chiffres du chômage. Enfin, oui. Chiffre du chômage américain. Demande d'allocation chômage plutôt. Demain, on aura une nouvelle majeure à 10h30 du matin par rapport à l'économie britannique, donc les comptes courants. Merde, putain. Concentre-toi, putain, merde. Vente de l'eurodoll, mais voilà. Là, je suis pas content. Voilà. Après, c'est comme ça. Mais je suis pas satisfait de ma rapidité d'exécution. J'aurais pu prendre 2-3 pips plus haut. C'est pas la fin du monde. Ça aussi, ça c'est important par rapport à mon approche de prendre des petites positions et de pouvoir reprendre position derrière. Parce que je suis moins frustré quand j'arrive pas à avoir un point précis. Parce que je sais qu'avant, ça m'arrivait souvent d'être vraiment frustré. Justement, comme là, tu vois, par exemple, je suis en train de dire un truc sur un autre écran. En plus, je suis dans une position décontractée, loin de ma souris. Je vois que ça bouge. Le temps que je me relève, je clique.
bah forcément on perd déjà, je sais pas, 1 ou 2 secondes, ce qui est énorme quand ça décale, avec le nombre d'algorithmes et de mecs qui sont plus rapides que toi derrière, et tu perds 2-3 pipes. Alors si tu es rentré chargé et que tu dois rentrer en une fois, et que derrière tu te fais niquer avec un point bas, ça peut vite être frustrant. Là au moins, comme je rentre petit, bon, bah, même si je prends en retard, si de toute façon, du coup ça corrige directement derrière, j'ai l'occasion de re-rentrer plus haut, et d'optimiser mon point d'entrée, donc de vraiment nuancer cette mauvaise entrée initiale. Si ça se passe bien, bah, je suis pas non plus à 2-3 points près. S'il y a un vrai décalage derrière, on peut décaler de 10-20 points, soit ça aurait été mieux de prendre 2-3 points de plus, mais c'est moins frustrant. Donc ça me plaît pas mal. Mais ouais, là j'ai déconné, hein. Il y avait de quoi rentrer largement mieux sur ce putain cette accélération sur le Rodol. Là j'aurais pu rentrer vers les 1.37-37 assez facilement, et finalement je suis rentré à 1.37-32, donc ça fait 5 points de décalage. Non, c'est trop, et c'est pas sérieux du tout. Donc voilà, j'ai qu'à être plus attentif, plus concentré. 17h06, voilà, on verra. Donc ouais, demain pas de grosses nouvelles, mais des nouvelles d'importance moyenne tout au long de la journée. Et je suis actuellement vendeur donc sur l'euro-dollar. Ouais, donc du côté de mon MyFXBook, voilà, qui s'affiche ici. Voilà ce que ça donne. Donc bah là on est sur une belle série depuis le 17 mars. Et bah, je récupère l'ensemble de la perte qui avait été contractée et je repars de l'avant. On n'est pas tout à fait sur les plus hauts, mais on s'en approche. Donc ça c'est vraiment une bonne journée aujourd'hui avec 29 points qui ont été clôturés. 0,35, ah oui, ça compte pas les trades de cette nuit. Donc sur l'ensemble de la semaine, je reprends 1,02%, donc c'est vraiment une excellente semaine. Et tout est positif hein, depuis l'ouverture du compte désormais, que ce soit en termes de points, ou en termes de pourcentage, ou en termes d'euros. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà, 0,36% de profit sur le mois de mars. Bon, en tout cas, moi, à partir du moment où je suis positif, c'est des bons mois pour moi. Donc je suis satisfait. Après, si je peux aller plus haut, tant mieux. À titre indicatif, mon objectif c'est 1% par mois. 1 à 2%. Après, si je fais plus, tant mieux. Si je surperforme encore, tant mieux. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Je suis déjà à 168 trades sur ce compte. Et plus de 1% de commission générée par rapport à mon capital, puisque j'ai généré 1074 € de commission. Donc, voilà. On remonte un peu du côté de l'eurodoll. Je vais aller voir s'il y a d'autres points intéressants à shorter. 17h07, il reste encore 23 minutes de trading dans le cadre de ma session quotidienne. Japaking qui disait bonjour, vous avez quelques vidéos de la stratégie VSA, volume spread analyst. Non, comme je t'en ai parlé hier, moi je connais pas cette stratégie, mais j'ai vu le sujet de discussion qui était dédié sur Fox Factory. Un voisin de salle me disait que Boursorama prenait bonbon au niveau des tarifs des ordres. Quel broker hors ceux du Forex tu conseillerais? Il disait Max, je sais pas Max, j'aurais du mal à t'aider à ce sujet. Bourse Direct, je crois qu'ils sont plutôt pas mal, en tout cas ils sont réputés. Et je vois qu'il commence à y avoir pas mal de monde qui travaille avec et ils deviennent assez gros. Donc peut-être qu'ils ont une offre particulièrement intéressante. Au-delà de ça, bah, je sais pas ce que valent les Fortuneo, les Cortal Consors. Mais là derrière tu as des grosses banques. Donc peut-être que c'est un peu cher comme ce Boursorama, parce que Boursorama je crois que c'est la SG derrière. Ou alors qui va être racheté, je sais plus l'histoire. Voilà, mais je pourrais que te citer les gros et mon expérience, enfin mon avis n'est pas de bon conseil, mon avis n'est pas très pertinent parce que je ne traite pas ça. Donc Japaking, je pourrais pas plus t'aider que ça. Moi, là où je pourrais t'aider, c'est sur les brokers CFD, les brokers Forex. Te donner l'expérience, j'ai eu des bonnes expériences. Je sais par exemple Active Trades, Oanda, JFD actuellement, je suis très satisfait du service qui m'est fourni. Moi globalement, là si je devais en conseiller 3, ce serait cela. Après, si tu veux une grosse sécurité, des bureaux aux Champs-Élysées, un support et un suivi et de la formation au quotidien, tu as FXM qui est leader mondial au niveau du Forex à destination des particuliers. Voilà, sur ces aspects-là, ça c'est important. Mais sinon, sur le reste, là, comme tu m'as demandé, les courtiers donc classiques, donc pour acheter des actions au comptant, vraiment, etc. Là, voilà. T'as vu le lien que je t'ai laissé hier, Japaking disait Sosik. Ouais, toujours vendeur sur l'eurodoll, pour l'instant ça décale pas beaucoup, légèrement négatif, à suivre. Bon, on va aller voir le point de vue dans les différentes salles de marché, comme on a commencé à le faire du côté de chez Agora. Chômage, l'emploi n'a surtout pas besoin d'État, disait Nicolas Dose, côté de BFM.
Une aubaine économique pour la France à propos de la visite de Xi Jinping, le président chinois, enfin je sais pas si c'est le ministre, premier ministre, je sais pas quel statut il a, mais le responsable chinois qui était en France ce jour pour développer des partenariats commerciaux. On reparle des relations entre la Chine et la France, relations commerciales, relations économiques. Je vous disais, toute une série de contrats a été signée aujourd'hui pour un montant de 18 milliards d'euros. Alors, le contrat le plus important, vous savez, c'est l'entrée du chinois Dongfeng dans le capital du constructeur automobile français Peugeot, PSA, Citroën. Alors, je voudrais tout de suite qu'on en parle avec vous, Jean-Joseph Boileau. Qu'est-ce que les Chinois peuvent nous apporter, hein? C'est extrêmement important, et là-dessus, je crois qu'on va tous se rejoindre, d'apprendre à travailler ensemble. Et lorsque un producteur comme PSA manquait totalement de couverture, on va dire, internationale, et n'était pas positionné sur les défis de la voiture de demain, c'est pas la voiture qui est condamnée, c'est les types de moteurs qu'on avait, notamment le tout diesel qu'avait lancé ce groupe depuis une vingtaine d'années. Ça va être de pouvoir rebondir avec une Chine qui a besoin absolument de lutter contre la dégradation de l'environnement, etc., et qui a besoin de mobilité, donc de trouver la voiture du 21e siècle. Donc si on arrive à trouver dans les 5 à 10 prochaines années, autour de ce nouveau groupe PSA, avec effectivement des partenaires actionnaires chinois, une renaissance de PSA, ça serait extraordinaire. Et concernant les mentalités, est-ce que là aussi on peut apprendre quelque chose des Chinois dans leur manière de travailler, hein? Ça fait 20 ans que PSA travaille en Chine. Et je peux vous dire que quand je visite les usines de PSA en Chine, je vois qu'il y a des gens qui ont tout de suite tout compris, et dans les deux sens d'ailleurs. Donc là-dessus, j'ai aucun doute sur l'interculturel. En France, l'interculturel avec la Chine est d'un niveau absolument remarquable. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Paul Chang? Oui. Que l'interculturel fonctionne bien? Oui. En plus, simplement, le simple détail, c'est que la Chine est le premier marché automobile du monde aujourd'hui. Donc, un partenariat avec un constructeur chinois qui est minoritaire dans le capital. 14%. Hein. Oui, donc c'est quand même, je veux dire, c'est quand même... remonter, hein. Ça peut monter, bien sûr, mais je veux dire, on verra. Ça peut aussi, les autres aussi peuvent monter. Il peut y avoir de nouveaux actionnaires dans les années à venir. Donc, en attendant, évidemment, c'est un partenariat qui facilite l'accès au marché chinois pour la marque Peugeot. Quelles sont les différences, justement, dans la manière de travailler entre les Chinois et les Français? Là, comme me disait, il n'y a qu'une culture industrielle, c'est la même partout. Donc effectivement, l'usine de Wuhan, dans laquelle il y a déjà des Citroën qui sont montés depuis des années, cette coopération qui dure depuis déjà des dizaines d'années maintenant, une dizaine d'années. Je ne parle même pas de Peugeot qui était à Canton, qui a fait une première expérience dans les années 90, qui s'est arrêté net après. Mais d'une façon générale, les automobilistes, enfin les industriels de l'automobile chinois et français se connaissent bien, ils raisonnent de la même façon. Les Chinois, peut-être sur le plan du marketing, tout ça, ils ont beaucoup de choses à apprendre des étrangers sur la façon Mais autrement, je veux dire, en ce qui concerne la culture industrielle, bien entendu, ils sont très très proches. Il y a la modification produit. Hein. Moi, j'ai souvenir, je travaillais au Parlement européen en 2008, au moment... Alors, je suis écologiste, donc j'étais très mobilisé sur les libertés publiques. Et on a un haut responsable chinois en visite à Bruxelles qui dit « Je veux rencontrer les écologistes ». Donc, on s'est dit, on va nous taper dessus sur nos positions sur les droits de l'homme, le Tibet. Discussion surprise, nous avons besoin de vous, nous avons un problème environnemental gravissime. Et moi, je pense exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je pense qu'on peut sauver PSA parce qu'on va pouvoir avoir une vue prospective sur la voiture du futur. Parce que c'était une erreur industrielle complète, un aveuglement, je dirais, du marché national de produire le diesel. Et quand on discute avec des responsables chinois économiques, effectivement, l'ultra-urbanisation, la demande en équipement automobile des personnes, la taille et l'importance des villes conduit à construire des modèles plus écologiques, moins consommateurs d'énergie et surtout de plus petite taille. Toutes les erreurs que nous avons commises, c'est une chance. Et dans l'industrie de l'informatique, je peux vous dire, Greenpeace avait publié sa liste des sociétés productrices d'ordinateurs les mieux disantes environnementalement. C'était les sociétés chinoises qui étaient les mieux disantes. Et
et une des pires, c'était Apple. Donc vous voyez, c'est vrai que sur ces grands enjeux-là... Ils ont un souci de l'environnement. Il y a un souci de l'environnement urgent chez eux, et il y a aussi l'idée d'être un pas en avance sur les produits de demain à l'ère globalisée. Alice Ekman, vous voulez ajouter quelque chose? Pour revenir sur les investissements chinois en France, quand on a parlé de l'entrée au capital de PSA, parfois on pense à une vague rouge qui inonderait le marché français. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les investissements chinois sont encore limités. La Chine n'est que le 8e investisseur étranger en France. 7%, oui. C'est pas beaucoup. Pas énorme. Trafic. En tout cas, il faut prendre la Chine au total. Et quand on prend la Chine au total, à la fois Hong Kong, les groupes de Singapour, chinois, etc., vous obtenez 15%. S'il vous plaît. La statistique est faite pour être aussi tournée dans le sens que l'on souhaite. La réalité des faits, c'est que les investissements chinois en France sont encore faibles. Ça, c'est une réalité. Les entreprises françaises le disent. Et celles qui investissent sur le marché, celles qui investissent dans les entreprises françaises le font principalement parce que les entreprises françaises ont des stratégies de développement en Chine. Pourquoi PSA a intéressé Dongfeng? C'est parce que PSA met le marché chinois au cœur de son développement. Et Dongfeng est intéressé aussi par PSA parce que la marque Peugeot, marque étrangère, est une marque de prestige qui lui permettra de développer sa stratégie sur le marché chinois. Donc, on est encore en phase de développement de la stratégie d'internationalisation des entreprises chinoises qui a été initiée par les dirigeants chinois en 99. Des deux côtés, tout à l'heure on parlait d'une relation déséquilibrée. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la France identifie les secteurs porteurs en Chine en fonction de ses intérêts propres, ses intérêts économiques propres. Il faut bien comprendre que la France n'est pas non plus stupide dans la promotion des intérêts économiques à l'étranger. Donc quand elle identifie le développement urbain durable, le secteur des médicaments, ce qu'on appelle l'économie, le silver economy, c'est-à-dire le troisième âge, tout ce qui est aide aux personnes âgées, c'est parce que la France a des intérêts comparatifs économiques par rapport à ses voisins européens, a une expertise particulière qu'elle pourra exporter plus facilement. Donc là, on parle bien d'intérêts, de stratégie de développement réfléchie en prenant en compte la stratégie de développement interne de la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investissements français se concentrent dans le centre et dans l'ouest du pays. Pourquoi? Parce qu'on est dans des provinces particulièrement pauvres, mais en très forte croissance. Donc si Jean-Marc Ayrault, le président français, en décembre 2013, s'est rendu en Chine, s'est rendu à Wuhan, par exemple, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est une ville qui a encore un très fort potentiel de développement. À Pékin, à Shanghai, ce sont des villes qui se développent plus lentement. Donc aujourd'hui, l'implantation, c'est une réalité, l'implantation des entreprises françaises dans ce secteur est réelle, et la stratégie d'implantation est très calculée, et elle passe également par une diplomatie locale, c'est-à-dire une diplomatie de territoire. Aujourd'hui, on a un renforcement des coopérations entre maires français et des maires chinois. Alors on ne sait pas si ça va marcher, mais en tout cas, ce qui est intéressant en stratégie... C'est déjà mis en place? Oui, c'est déjà mis en place. Ils vont se rencontrer en octobre à Chengdu, par exemple. Ils vont également se rencontrer à Lille. C'est déjà mis en place, et ce qui est intéressant, c'est que ça va prendre en compte la différence de niveau de développement des provinces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas implanter une entreprise française de la même manière sur la côte est et sud-est qui est développée, et dans le centre et de l'ouest du pays, parce que les besoins sont totalement différents en termes de développement urbain. Vous voyez, en termes de construction d'infrastructures, les besoins sont énormes dans le centre du pays, alors que les infrastructures sont déjà présentes largement sur l'ensemble de la côte est. Donc on est vraiment dans des situations différentes, mais la stratégie française est assez calculée. Elle prend en compte les manques en termes de développement chinois, mais c'est pas évident à mettre en place, en effet, mais c'est une perspective qui est tout à fait nouvelle. Très court la réponse, et parce qu'elle vraiment qu'on parle du droit de l'homme. Très court. Allez, si PSA est en Chine, elle est à Wuhan parce que les autorités chinoises lui ont imposé. Deuxièmement, si PSA avait profité du marché chinois, PSA ne serait pas dans la difficulté qu'il est. Troisièmement, l'affaire PSA, c'est le marché africain pour la Chine de demain, car c'est un des grands marchés automobiles qui va exploser, et la réputation de Peugeot sur le marché africain reste extrêmement forte. Et enfin, dernière chose, ce sont, oui, les technologies de PSA qui intéressent énormément l'Afrique. Même chose sur des secteurs où, soi-disant, la France aurait visé des secteurs stratégiques importants qui lui permettent de rebondir. Je prendrai simplement la pharmacie et Mérieux. L'affaire Mérieux est quand même intéressante. Avez-vous déjà essayé d'exporter des médicaments vers la Chine? C'est impossible.
André Gatolin, Oui. est-ce qu'il faut parler des droits de l'homme? Je connais votre réponse, c'est oui, parce que vous avez envoyé une lettre à François Hollande et vous lui avez dit, Oui, Monsieur le président chinois est là, mais moi j'aurais quand même qu'on parle des droits de l'homme, de notre prix Nobel qui est emprisonné, d'une femme, Cao Chun-li, qui est morte en détention, là je crois le 14 mars, parce qu'elle voulait se rendre à Genève à un conseil des droits de l'homme. La question tibétaine aussi, il faut en parler ouvertement? Bien sûr, il faut en parler. Ok. Bon, pour ceux qui s'intéressent, je vous laisse le lien vers cette vidéo des rapports économiques et commerciaux entre la France et la Chine. On va replonger dans le trading un peu plus concret. 17h20, il nous reste 10 minutes de trading. Ça se calme, donc a priori, il n'y aura pas de bon mouvement. Légèrement négatif actuellement sur notre vente sur l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Ce que cache la chute des métaux, on écoute le point fondamental réalisé par Xerfi. Comment interpréter la chute des cours des métaux? Principalement celle du cuivre. Commençons par les faits. Les cours du métal rouge passent sous les 7000 $ la tonne le 7 mars dernier et descend encore plus bas jusqu'au plancher des 6400 $ avant de se ressaisir quelque peu. La chute atteint cependant plus de 9% en fin de période. Ce recul a fait peur aux investisseurs, et à juste raison. Du cuivre, on en retrouve partout, dans le bâtiment, les transports, la machine-outil, l'électronique, une variété qui lui permet normalement de s'affranchir en temps normal des à-coups de tel ou tel marché. Son décrochage est souvent le signe d'un malaise général et profond. En toile de fond, les interrogations sur la gravité de la situation en Chine ont donc naturellement ressurgi, pays qui consomme 40% du cuivre mondial. Toutefois, ce n'est peut-être pas totalement un hasard si le passage du cuivre sous la barre des 7000 $, puis l'accélération de sa chute, est synchrone avec le défaut de paiement d'un spécialiste du photovoltaïque chinois, Shaori Solar. Ce n'est peut-être pas un hasard non plus, si après l'annonce du risque d'une deuxième grosse défaillance dans la promotion immobilière, les cours est plongé encore plus bas. Mais quel est le lien avec le cuivre? En fait, il est direct, en raison d'un trait très particulier du financement des entreprises chinoises, l'utilisation du métal rouge comme outil financier. Dans les faits, les sociétés chinoises, dont les demandes de prêts sont rejetées par le circuit bancaire officiel, ont pris l'habitude depuis quelques années d'acheter du cuivre pur. Non pas pour le transformer en fils et câbles, mais simplement pour l'entreposer et s'en servir comme d'une garantie pour solliciter des prêts auprès de banques plus tolérantes et contourner ainsi les restrictions bancaires, sachant que les banques pourront toujours se rembourser avec la vente du cuivre stocké. D'après des sources officieuses, 80% du cuivre importé en Chine en 2013 est passé directement dans ce réseau de financement parallèle. Un système qui pèse sur le marché aujourd'hui, que le crédit tourne au ralenti et que le risque de défaillance augmente. La contagion aux autres marchés a ensuite fait son office, précipitant à la baisse les autres métaux qui ont reculé d'environ 5% en un mois. Une surréaction qu'il ne faut pas surinterpréter quant à la dynamique de la croissance mondiale, surtout sur une période aussi courte. Il est donc indispensable de prendre un peu de recul et d'intégrer cette tendance dans une vision à plus long terme. Et la tendance est à l'érosion des cours depuis le début de l'année. Une absence de tension, signe d'une croissance mondiale encore apathique, mais qui ne se dérobe pas. Ouais, ça c'était le point réalisé par Xerfi.
Le match France-Allemagne, 15 ans, PIB contre PIB, on écoute le point de graphique. Rappelons-nous de 98, un an avant la naissance de l'euro, jusqu'en 2005, l'avantage est à la France qui caracole en tête au rythme de 2,1% par an. L'Allemagne, elle, est rentrée surévaluée dans l'euro et paye les séquelles de la réunification. Résultat, elle piétine à 1,1% par an en moyenne. S'il fallait trouver un symbole du fossé entre les deux économies, on peut regarder avec nostalgie l'état de santé des champions automobiles. Au milieu des années 2000, Renault est au sommet de sa gloire, tandis que de l'autre côté du Rhin, Volkswagen est dans le rouge et s'engage dans un plan de restructuration plutôt musclé. En fait, c'est toute l'Allemagne qui se lance dans les réformes structurelles. Tout y passe pour restaurer la compétitivité, réforme du marché du travail, de la protection sociale et de la fiscalité. Faute de pouvoir d'évaluer, l'Allemagne invente la déflation des coûts. Le patronat allemand joue à fond les pécos pour bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée à bon marché, et il fait coup double en imposant à l'intérieur la modération salariale. Les parts de marché sont gagnées d'abord au détriment de ses alliés. Et si les salaires baissent, donc si l'on met la consommation en panne, eh bien le solde extérieur fait un bond. Alors certes, le déficit public dérape, il dépasse ou flirte avec les 4% du PIB de 2002 à 2004, mais Berlin obtient de Bruxelles un assouplissement du pacte de stabilité. L'Allemagne bénéficie alors de 2 précieux coups de pouce supplémentaires. D'abord, le reste de l'Europe est en pleine phase ascendante et consomme à plein régime. C'est d'ailleurs le cas de la France qui soutient sa demande intérieure jusqu'en 2008. Et puis, c'est aussi le décollage spectaculaire des pays émergents qui équipent leurs usines et veulent des voitures pour leur classe moyenne. Les exportations prennent leur envol et la croissance se rapproche puis dépasse les 4% courant 2007. Mais en 2008, c'est la fracture de la grande récession. La chute est sévère pour la France, moins 4,3% entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2009, mais c'est encore pire pour l'Allemagne, moins 6,8%, une Allemagne très liée à la demande mondiale. Son rebond sera spectaculaire, ce qui permet au PIB de dépasser très vite son dernier pic. La France, elle, a moins souffert, mais son redressement est plus chaotique. Alors bien sûr, sur 15 ans, l'avantage reste indubitablement à la France, mais plus pour longtemps. Regardez bien les plateaux de restructuration de l'offre. De 2003 à 2006, l'Allemagne a fait sa grande purge, mais dans un contexte de soutien de la demande européenne. Et aujourd'hui, c'est au tour de la France de subir la saignée. Mais le contexte et le rapport de force sont bien différents. C'est toute l'Europe qui subit la purge, et l'Allemagne n'a pas du tout envie de lâcher sur ses salaires pour soulager l'effort de ses voisins. Une Allemagne aujourd'hui arc-boutée sur le pacte de stabilité qui étouffe la demande européenne à coups d'euros forts, de déflation salariale et de cure d'amaigrissement public. Désormais, l'Allemagne mène sans conteste la course, dans un monde occidental en pleine reprise, mais sans vouloir jouer la locomotive de la zone euro. Cette situation, et pas seulement les erreurs du passé, la France la paye au prix fort. Bien joué l'Allemagne. Ouais. Je disais là, sur le chat écrit, tu avais Max, tu me disais, par rapport à mon levier, moi j'utilise levier 5 maximum par rapport à ce compte, et la grande majorité du temps je suis entre 0,5 et 2 de levier utilisé. Et tu me disais, ouais, Xavier Fenot parlait d'un levier maximum de 30. Alors, ça va dépendre complètement de comment on est capitalisé. Ce qu'il y a, c'est qu'hier, Xavier Fenot, il s'adressait à IG, aux clients d'IG. Globalement, tu dois avoir une grande majorité de traders particuliers. Peut-être quelques gros, hein, j'en doute pas qu'il y avait quelques gros dans la salle, le type de courtier comme IG qui sont quand même très gros, ils ont aussi des gros clients. Mais du coup, quand on est peu capitalisé, quand on va avoir jusqu'à 10-20 000 euros sur le compte, si tu as un rendement, un revenu conséquent et un vrai intérêt de trader, il faut quand même que tu ailles chercher quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois. Donc ça se fait pas sans rien, parce que quand tu as un si faible capital, il faut forcément prendre du risque. Après, quoi qu'il arrive, il faut toujours un risque modéré. Donc lui, je pense qu'il disait levier 30 maximum dans le cadre d'un client particulier qui a des revenus ou qui a un capital consacré au trading classique, c'est-à-dire de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. À ce moment-là, oui, effectivement, on peut monter jusqu'à un levier 30, mais il faut vraiment être attentif et vigilant, parce que en levier 30, tu te fais défoncer. Si tu es tout le temps en levier 30, déjà, c'est pas possible, je pense. Enfin, tu te fais vite dégager du marché. Si de temps en temps, tu vas chercher des leviers plus importants, pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui est faisable. Mais déjà, même levier 30, c'est beaucoup.
C'est vraiment beaucoup. Ceci dit, il y a beaucoup de côtés qui proposent jusqu'à 200, 300, 500, 1000 de levier. Donc là, c'est sûr que 30, c'est beaucoup plus modéré. Au Japon, il limite à 20, le gouvernement japonais, pour le bien de sa population. Aux États-Unis, ils vont limiter à 50. Donc voilà, on est dans des choses quand même un peu plus... Voilà, mais sur le marché action, par exemple, classique, quand on est au SRD, on est le levier maximum 5, ou 3 même, ça dépend de son courtier. Donc voilà, en tout cas, dans la gestion, moi je suis à 5. Je vais rarement jusqu'à 5. Si après je vois que je gère beaucoup plus, pourquoi pas même réduire à 4 voire 3 de levier. On verra. Ouais. Ouais, par rapport à la discrétion, effectivement, Phil, ben... Ouais, après, moi, ce que je veux vraiment, c'est travailler en toute transparence et en toute honnêteté. J'ai toujours tout fait pour ça, donc après, je vais pas cacher. Après, sûr, s'il y a des choses qui peuvent poser problème, je peux comprendre, oui, ce que tu veux dire. Mais, ouais, en tout cas, si je fais tout ça, c'est pas pour me cacher, a priori, mais... Ouais. Moi, je vois pas pourquoi je devrais faire quoi que ce soit, parce que j'ai toujours travaillé honnêtement et de manière transparente, donc... Voilà, ça me dérange pas. Après, on verra, hein, si après j'ai des choses injustes qui m'arrivent par rapport à ça, bah du coup je ferai attention, mais ce sera injuste en tout cas. Parce que moi, mon objectif c'est de travailler honnêtement en toute transparence, de payer des impôts sur ce que je gagne, donc je vois pas pourquoi j'aurais à me cacher de quoi que ce soit. Après si ça doit être le cas malheureusement, bah ce sera le cas et puis c'est tout. Hein. On verra. Max qui dit tu prends une commission sur la performance. Oui, bah je prends 20% des performances que je réalise, je prends rien sur les commissions générées. Donc voilà. Max dit à Fabien, ils ont bloqué tous les métros dans le quartier de Champs-Élysées. Ah ok, ouais. Tu comptes continuer à faire de l'intraday sur le Forex avec un capital en millions, Fab? Ouais, complètement. Bah franchement, il n'y a pas de problème. Les cas pas majeurs que je regarde, là, c'est des milliards échangés chaque jour. Des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de milliards échangés chaque jour. Donc j'ai pas de problème à rentrer, à sortir du marché avec mes quelques dizaines, centaines, voire millions d'euros de position. Donc ouais, je suis très bien dessus et c'est une stratégie qui marche sur ces paires majeures. Elle marchera sans problème jusqu'à des comptes à plusieurs dizaines de millions d'euros où là tu peux avoir des problèmes de liquidité. Quand j'aurai ce problème, je serai content. J'en suis très loin. Les autres marchés, genre futur, t'intéressent pas, disait Saucic. Je les connais pas et je me dis on change pas l'équipe qui gagne. Si j'ai un truc qui marche, je vais continuer. Après, les futurs, j'ai jamais tradé, mais du coup j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup parlé avec des gens, etc. Ouais, ça a l'air intéressant. Après, c'est pas non plus exemple de toute manipulation. Il en parlait bien d'ailleurs hier, Benoît. Attends 2 secondes.
Ouais, désolé. Un pote qui m'appelait, il avait entendu parler des bitcoins, il voulait se renseigner comme il savait que j'étais dans le trading. Bon, on a un peu discuté. Ça remonte bien du côté de l'eurodoll, c'est négatif pour moi pour le moment, je repère 0,1%. Je maintiens le biais baissier pour le moment, le mouvement de hausse n'est pas assez fort et commence à se faire tard, donc je recharge à la vente. Ceci dit, si je vois que ça perd, c'est qu'on a une vraie impulsion haussière, eh bien je n'hésiterai pas à prendre ma perte et éventuellement me retourner si besoin. Ce qui disait, ok Fab, ouais compréhensible après tout, on change pas une équipe qui gagne. Tu travailles chaque position sur combien de temps, disait Max. Bah t'as toutes les statistiques hein, sur mon MyFXBook, donc tu cliques sur mes résultats et même au-dessus du cas de diffusion de l'émission Max, et tu auras toutes ces données. Donc en moyenne ma position dure environ 1 heure, chacune de mes positions. Donc t'en as beaucoup plus courtes, beaucoup plus longues, c'est une moyenne. Ceux qui disaient oups sorry, je disais les futurs par exemple ne t'intéressent pas, les futurs ouais. Les futurs bah après ce qui est bien c'est que c'est organisé, après il faut avoir confiance dans la personne ou l'institution qui organise ces marchés. Et moi ce qu'on m'a dit, il y a aussi des magouilles sur les futurs, tu vois, hier justement il en parlait Benoît Rousseau, il disait que en fait lui quand il était sur les futurs, à l'époque, il y a eu une époque où c'était vraiment équitable, mais il y a eu après, quand tu avais une licence CME que tu payes entre 10 et 20 000 $ par mois, bah tu passes devant les autres au carnet d'ordre. Donc à ce moment-là c'est n'importe quoi, enfin c'est plus des marchés équitables. Donc si c'est ça le truc, bah, je préfère être avec un courtier sur le Forex réellement interbancaire, qui m'assure tout de suite d'être exécuté au prix que je veux. Voilà, moi ça me va très bien comme ça. Mais ceci dit, j'ai jamais testé les futurs, donc j'ai pas d'avis précis. Mais lui avait pas l'air emballé, tu vois, Benoît. Qui sont dans les banques en ligne? Non, moi je suis toujours dans les banques classiques. J'ai 2 comptes, un à la BNP Paribas et un chez la Caisse d'épargne. Voilà, mais bon, tout le monde s'y met, même les gros. Hein. BNP Paribas justement a lancé la Net Agence, là on en voit la pub souvent à la télé en ce moment. Bulltrap d'IJMF Finance Trading. Cusack, il était comment ce matin? IJMF, alors toi tu penses à un bulltrap sur quel marché? Tiens, je vais aller jeter un coup d'œil du côté des marchés actions. Alors ici on a les marchés actions américains qui remontent plutôt pas mal, avec des plus bas de plus en plus haut là, donc des acheteurs qui essaient de reprendre en main le marché. Du côté des marchés européens qui sont clôturés maintenant à 17h48, on est dans le haut de la fourchette et du range sur l'Eurostoxx 50. Du côté du CAC 40, ici en 5 minutes, on a de la hausse et on est en haut d'une zone qui a été pas mal travaillée d'ores et déjà. Voilà, hésitation là du côté de l'eurodoll, on va voir si ça se retourne. Moi, ING, carte et frais gratuits, disait Phil. Ok. Les autres marchés, genre futur de la soir, je suis trompé de l'explication hier soir. Ok. Continue de faire de l'intraday, ça on avait vu. Ils ont bloqué. Tout le métro, ça on avait vu. Ok. Crédit, jamais vu. Je voulais plutôt savoir quel était le meilleur avec un compromis entre les tarifs et la plateforme. Boursorama fait partie du top, perso j'y suis, des crédits, Max disait ok crédit, allez sur Fortunio, après tu as Fortunio par exemple, lol les bons esprits, repris une ligne avec des USD à 0,9250, stop 8, objectif 20, dernière position pour moi aujourd'hui je pense, dit Sosic. À l'époque j'ai préféré prendre Boursorama pour les tarifs, mais aussi la solidité de l'entreprise, actionnaire, Société Générale, les informations nombreuses, le service client, etc. des crédits. Max disait Fortunio appartient au Crédit Mutuel, donc c'est solide aussi, effectivement. Crédit disait Fortunio propose une offre assez proche, je ne l'ai jamais étudié récemment, je ne l'ai pas étudié récemment. Crédit disait, je suis un broker pour le Forex et un autre pour le trading, lol, je suis dans une filiale du Crédit Mutuel et ferme-moi, après moi, un compte chez eux, des crédits. Actuellement, je ne trade quasiment que les CFD avec IG, sinon je fais un peu de SICAV obligations, les actions je les ai laissés un peu de côté pour l'instant. Qui disait, ouais, ça on avait vu. Ceux qui disaient, ouais, Fab, je comprends. Bon, après, c'est pas vraiment le côté manipulation que je dis ça, c'est juste par curiosité. Mais ce qui est intéressant et essentiel sur Futur est d'avoir les volumes. Effectivement, c'est intéressant, ça, je te rejoins, ça aussi. Essentiel, soit après, moi, les volumes, ça m'intéresse. D'avoir des statistiques sur les volumes, de savoir quelles sont les tranches horaires de la journée où il y a le plus de monde, etc. Mais c'est un peu induit, c'est un peu aussi de la logique. Mais sinon, avoir les volumes sur chaque prix, etc.,
Moi, je sais pas si ce serait essentiel dans le cadre de mon approche, je m'en rends bien compte de où il y a du volume et où il n'y en a pas, simplement en étudiant les prix et la distribution. Si je vois qu'on reste sur des prix très longtemps, je me dis qu'il y a beaucoup de volume. Après, il y a peut-être des choses que je pourrais comprendre davantage si j'avais les volumes, hein. Je suis pas en train de faire le malin, mais c'est juste, est-ce que ce serait vraiment essentiel? Je sais pas. Moi, je sais en tout cas que là où il y a le plus de volume sur les tranches horaires, c'est bien sûr le matin entre 8h, 8h30 et 11h, l'après-midi de 13h30 jusqu'à 17h. Au niveau des prix, je sais que quand on bloque beaucoup sur un prix, c'est qu'il y a beaucoup de monde. C'est assez logique. Donc voilà. Mais bon, après, si je peux avoir plus d'informations, pourquoi pas. Oui, et surtout, si les volumes précèdent les impulsions tant attendues. Les volumes sont toujours en avance sur les prix, des Sosic. Ok. Effectivement, ça peut être une information supplémentaire, pourquoi pas. Après, voilà, j'ai pas les volumes, ça n'empêche pas, a priori, de mettre en place une stratégie profitable. Donc après, si c'est un outil en plus, c'est sûr, faut pas s'en priver. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'ai mis mes stop loss là. Par sécurité sur l'eurodoll, ça baisse un petit peu, on va voir si les vendeurs reviennent. Ce sera ma dernière position de la journée. On va voir comment elle se négocie. Ah oui, d'accord, ok, ouais, Phil, par rapport à ce que tu me disais. Oui, je comprends. Ok, c'est bon à retenir. Merci Phil pour ta précision. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Une analyse technique du CAC 40 réalisée par CMC Markets, on écoute ça. Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 27 mars 2014 à 17h14. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en toute petite progression de 5 points par rapport à la clôture précédente, autrement dit statu quo, ce qui a joué son rôle de résistance hier et bien continue de le faire aujourd'hui, à savoir cette zone constituée entre le retracement de Fibonacci, le haut de la fourchette Andrews rose, et bien encore une fois ces différents niveaux se sont pour le moment imposés. On a bien transpercé ces zones de résistance en séance, mais pour l'instant on est en dessous. Alors tant qu'on se maintient en dessous de la résistance là, de la fourchette Andrews rose, on ne peut absolument pas exclure de nouveau de faire des oscillations bien, entre la résistance et la médiane, comme ça s'est produit ici. Si jamais par contre on clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews rose, bien c'est la fourchette d'Andrews jaune qui prendra le relais. On a déjà été tester la médiane hier, mais en tout cas pour l'instant cette fourchette d'Andrews est tout à fait hypothétique, et je vous rappelle que tant que la précédente est active, normalement on n'a pas le droit de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews, mais vous voyez que ça a permis d'expliquer hier le petit reflux de l'indice. Alors nous sommes sans tendance, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances décroissante, plus longtemps on restera au-dessus de la M20, plus celle-ci va se retourner à la hausse, et donc on pourrait repasser en tendance haussière, mais en tout cas pour l'instant nous sommes sans tendance. À suivre de près éventuellement un croisement de moyenne mobile qui généralement produit son lot d'effets positifs. Et regardez les indicateurs techniques qui sont franchement bien orientés. Le MACD enregistre une deuxième séance au-dessus de son signal et est en territoire positif. Le stochastique très proche de la zone de surachat au-dessus de son signal, c'est très bien. Le momentum a rejoint le secteur positif, ce qui est excellent. Voilà, donc des indicateurs techniques au vert, une dynamique relativement haussière. Maintenant, c'est assez logique, on se heurte aux zones de résistance, il faut trouver le jus nécessaire pour arriver à les passer.
Voilà, alors si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant, pariant sur une cassure donc, de ces zones de résistance, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, c'est-à-dire les retracements de Fibonacci, hein, qui sont tous en mauve, à droite de votre écran. La moyenne mobile à 20 séances qui se trouve sur les mêmes niveaux que la M7, hein, disons la zone support des 4330 points, et puis sinon éventuellement le support de la fourchette d'onde rouge jaune ici, qui se confond avec un retracement de Fibonacci vers les 4278 points. La Bollinger inférieure, quant à elle, est à 4214. Et puis sinon, si vous êtes vraiment très patient, vous pouvez toujours attendre un éventuel rebond ici sur les plus bas du 14 mars, c'est-à-dire les 4182. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien, soit vous shortez les zones de résistance qui jouent parfaitement leur rôle depuis hier, c'est-à-dire les niveaux actuels finalement. Là, on est sur une résistance. Plus haut, la médiane de la fourchette d'onde rouge jaune, les 4414 points. Et puis, vous voyez, après, hein, c'est la zone de résistance matérialisée par ce rectangle rouge, 4419, bon, ça correspond avec la médiane en fait, et les 4432 points. Voilà, au-dessus, vous avez la Bollinger supérieure à 4448, puis après, vous avez ce segment ici, mauve, qui constituait l'ancien biseau ascendant, et qui a été invalidé suite à la clôture hier. Ce niveau se trouve vers les 4465 points. Voilà, pour résumer cette analyse technique, eh bien, nous sommes toujours sans tendance sur l'indice, les zones de résistance jouent leur rôle, les indicateurs techniques s'améliorent, bon, il n'y a pas de péril en la demeure, hein. Voilà, si vous êtes intéressé par ces analyses techniques, eh bien, sachez qu'il y en a une demain, il y en a une tous les jours. Voilà, merci pour votre fidélité, bonsoir. Ok, donc le point réalisé par Seb du site ATCAC. Toujours là sur mon Eurodoll, très proche du point d'équilibre, on va voir ce que ça donne. Si les vendeurs continuent à prendre en main ce marché, il est 7h57. Penses-tu passer à MetaTrader 5, demande Max? Ça dépend. Simplement, moi je suis très bien actuellement avec ma plateforme, la seule chose c'est que je sais que MetaTrader 4 c'est lent. Il y a Full Pips sur le forum qui a publié des éléments concrets de comparaison de la vitesse, etc. Et je vois qu'en fait c'est quand même vraiment lent par rapport à d'autres plateformes, même si c'est qu'en millisecondes. Si je peux gratter si je peux avoir une meilleure exécution, notamment au moment des décalages et des impulsions, à terme, si je gère plus, oui, j'y ferai attention et je passerai sûrement sur quelque chose d'autre. Pour le moment, c'est pas trop pénalisant. Et MetaTrader 5, ouais, peut-être que c'est un peu plus rapide, je sais pas. Mais sinon, je vois pas d'avantage majeur. Donc, non, pour le moment, ça m'intéresse pas plus que ça, Max. Philippe qui disait, mais le market gourou à Thierry, je sais pas. Alors, c'est pas les indicateurs. Ceci qui disait possible fil, j'ai jamais trop compris le snake, mais ça a l'air carrément utile quand tu vois Bronson l'utiliser. Les volumes sont toujours en avance sur prix. On avait vu GM France qui disait, GM Finance Trading, pendant que disait que penser du Bitcoin. Justement, je parlais avec mon pote tout à l'heure, moi je disais Bitcoin, à mon avis, il y a deux possibilités. Soit, de toute façon, les banques vont s'en mêler à un moment donné, sauf si ça n'a plus d'intérêt et que ça meurt de lui-même, on va dire que pas assez de commerce et pas assez de sites internet acceptent le Bitcoin, et donc le manque d'intérêt fera baisser les cours, et donc voilà. Là, il n'y aura pas de sujet Bitcoin, ça aurait été, on va dire, un feu de paille. C'est pas ce vers quoi on se dirige pour le moment, pardon. Car on passe en profil là, sur l'Eurodoll. Mais si ça commence à prendre de l'ampleur, ce qui est le cas actuellement, et peut-être que ça continuera, en tout cas c'est le chemin que ça semble prendre, il y aura deux possibilités. Les banques vont s'en mêler, les gros vont s'en mêler, les mecs qui ont le pouvoir depuis belle lurette, ils vont pas se laisser baiser par le Bitcoin, hein, ça va rien changer du tout au système à mon avis. Donc soit ils vont l'accompagner et ils vont en profiter un maximum, et donc à ce moment il y aura aussi de l'argent à faire, tant mieux, soit ils vont niquer le Bitcoin d'une manière ou d'une autre, parce que ça remettrait trop en cause le modèle en place actuellement. Donc soit ils vont l'accompagner et le modéliser pour garder le pouvoir, soit ils vont tout faire pour le casser. En tout cas, je pense pas du tout que le Bitcoin s'imposera
et simplement comme le projet utopiste qu'ont certains, puisque ça reste un produit. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gars qui dirigent le système actuellement, donc on va dire les banques essentiellement, à partir du moment où c'est un produit qui est régi par les lois de l'offre et la demande, ils en font ce qu'ils en veulent. Combien même au début ce soit une idée saine de partage et d'avoir des échanges avec moins de frais et sans manipulation, avec un nombre limité, etc. Ils peuvent toujours acheter du Bitcoin, en mettre de côté pour faire monter la demande, puisqu'on privatise une bonne partie de l'offre, et ressortir l'offre avec certaines échéances, de manière à profiter des variations, comme ça a toujours été fait. Donc voilà, pour moi c'est ça. Donc, la vraie question c'est est-ce que ça va monter ou descendre à terme. J'ai pas vraiment d'avis, mais on verra. Voilà, si je pourrais résumer ma pensée par rapport au Bitcoin, JMF, Finance Trading. Mais bon, l'initiative est plutôt bonne, je pense. Le marché qui reprend son souffle, on écoute le point de vue de boursier.com. C'était en cette fin de séance. Et le CAC 40 cède sous les prises de bénéfices malgré des indicateurs américains plutôt favorables. Après 2 séances de hausse, les valeurs cycliques et financières étaient sous pression aujourd'hui. Valourec, Technip, mais aussi BNP Paribas et Société Générale ont clôturé dans le rouge. Et Moralen Prom décroche sèchement. Le groupe pétrolier a dégagé en 2013 un bénéfice net en hausse de 53%, mais inférieur aux attentes. Les réserves prouvées et probables de la société ont par ailleurs diminué de 6%. Vivendi par contre poursuit sa progression. Le groupe a annoncé qu'il examinerait dès ce soir l'offre de Bouygues sur sa filiale SFR, mais il précise aussi qu'il respectera la période de négociation exclusive avec Numéricable. Et Alcatel-Lucent aussi se distingue. L'équipementier a dévoilé aujourd'hui la signature d'un accord cadre de 750 millions d'euros avec China Mobile. Et Alstom chute lourdement et signe la plus forte baisse du CAC 40 aujourd'hui. Le titre en effet était mis sous pression par Bloomberg. Selon l'agence, le département américain de la justice serait en train de monter un dossier contre Alstom pour des faits de corruption et de pot-de-vin. L'enquête américaine aurait démarré sur l'Indonésie, mais se serait depuis étendue à la Chine et à l'Inde. Le groupe cherche actuellement à trouver un accord à l'amiable avec le département américain de la justice. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous demain à 9h30 pour faire le point à l'ouverture. Ok, donc ça c'était le point réalisé par boursier.com. Alors sur le chat écrit on me disait, c'était Max qui disait, tu es plus sur l'analyse technique ou fondamentale? Bah je dirais un peu des deux en fait. Technique, tu vois, j'ai souvent mes yeux sur les graphiques, hein, donc c'est quand même technique dans le sens, ouais, je regarde beaucoup ce qui se passe, notamment la distribution, comment on marque les impulsions, quelle zone a été distribuée, etc. Et fondamental puisque je me renseigne sur ce qui se passe, sur le contexte de la journée, etc. La psychologie, j'inclus dans le fondamental également, voilà. Donc un peu des deux, études techniques au niveau de la distribution et de la manière dont s'articule graphiquement la distribution et l'offre et la demande au quotidien est quand même fondamentale puisque c'est la base. Voilà, de toute façon, l'analyse technique, donc l'analyse graphique, c'est que le reflet des échanges entre êtres humains qui eux sont par définition fondamentaux. Donc voilà, un mix des deux. De toute façon, mon avis, c'est que au bout d'un moment, quand tu pousses la compréhension de l'analyse technique assez loin, t'en reviens à faire de l'analyse fondamentale, puisque tu étudies la psychologie et le comportement de l'offre et la demande, donc d'acteurs humains derrière. Donc à la limite, si on connaît rien au marché et qu'on suit juste des moyennes mobiles,
on va faire que de l'analyse technique, mais c'est à mon avis plutôt parce qu'on n'a pas assez de connaissances pour comprendre ce qui se cache derrière un croisement de moyenne mobile et ce que cela représente concrètement dans les échanges entre êtres humains, mais au final, c'est bien du fondamental qui se passe. Pas sûr ce que je veux dire. Mais par contre, l'analyse technique est vraiment utile pour mettre en avant certaines choses. Par exemple, tu vois, si j'avais pas cette représentation graphique en chandelier, ce serait dur de me dire que toute la journée on restait dans cette zone alors qu'on allait un peu plus bas à un moment donné. Et que ça, c'est un moment intéressant qui aurait pu amener un gros mouvement. Ça n'a pas été le cas, on a réintégré la zone qu'on avait beaucoup distribuée. Donc c'est utile, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas utile. Je suis juste en train de dire, ouais, effectivement, je fais les deux. Ouais. Ça, on avait vu. UDNZD, nouvelle stratégie de long. Dernière position sur cette fois. Short sur l'euro yen 140, stop 10, possible pullback sur la ligne de coup, double top plus 61% du dernier. Swing baissier plus pin bar en M15 des Saucy Phil qui partage rien, on va regarder ça, merci Phil pour le partage. Il s'agissait d'un webinaire, alors c'était quoi? Après c'est en cours, hein. Donc il s'agit d'un webinaire sur les différents points qui auront été abordés ce soir et voir si oui ou non est-ce une bonne opportunité. Donc le but de ce webinaire c'est de pas vous dire bon ce soir on se met à l'achat, on se met à la vente sur la UDNZD. Le but c'est, comme je vous disais au début, c'est un webinaire éducatif. L'objectif c'est de vous faire comprendre comment on prend une décision sur du moyen long terme de manière concrète. Que faut-il regarder? Voilà. Quelles questions il faut se poser? Comment rentrer? Voilà. Tous les points du money management, tous les points décisionnels importants avant de rentrer en position. Pourquoi il est important de garder ce petit cheminement? C'est parce que psychologiquement, vous serez beaucoup plus confortable dans votre prise de décision. Vous ne serez pas là, comme à chaque fois où vous faites un petit peu d'intraday, où vous avez parfois ce problème, c'est vous entrez en position, et une fois que vous êtes rentré en position, vous avez différents biais psychologiques qui arrivent, dont celui où vous dites, voilà, je rentre en position, je me suis mis ce scénario-là, et 30 secondes après, vous vous dites que en fait, vous n'êtes plus vraiment très très sûr de cette décision-là, donc vous remettez un peu tout en cause. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que vous n'avez pas réfléchi à tout. Ce soir, je vais vous amener, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on pense à tout de manière rigoureuse. Avec ce cheminement intellectuel-là, vous serez en mesure de savoir si oui ou non vous êtes dans une bonne décision que vous avez prise de manière rationnelle, et qu'une fois qu'on entre en position, vous êtes relativement serein. Hop, alors on est parti, donc pour une introduction assez brève. Donc la UDNZD, notamment la UD, donc là je vous montre un petit peu au niveau des taux d'intérêt ce qui s'est passé donc depuis 2011, 2010. Vous voyez qu'en Nouvelle-Zélande, les taux d'intérêt, donc c'est un point fondamental, c'est un des points fondamentaux les plus importants. Ok, pour ceux qui veulent suivre cela, ça se passe du côté de DailyFX, vous avez le lien sur le chat écrit. 2 secondes, ça sonne chez moi.
Ouais, bon, je vais pas tarder. On a un petit profit en cours. Ça ralentit, donc je vais profiter peut-être pour prendre le bénéf. Clôture. Voilà, c'est terminé. Fin de journée, excellente journée. Je suis très satisfait avec plus de 0,5% de profit. Demain, je traderai un petit peu, mais il n'y aura pas de live parce que je suis au salon d'analyse technique. Donc plutôt des toutes petites positions, mais ce ne sera pas une grosse journée quoi qu'il arrive demain. En tout cas, c'est une superbe semaine. Je vais faire le bilan là dans quelques instants et je suis très content. N'hésitez pas vous aussi à faire le bilan de votre journée sur le chat écrit. C'est des choses à partager. Max disait qui parle là, c'est moi, Fabien Labrousse. Responsable de videobourse.fr, Max. Alors en attendant que les dernières positions soient prises en compte sur mon suivi, on va aller écouter ce qui se dit à droite à gauche. Ça on avait vu, ok. Je vais aller du côté du Dukascopy TV, voir s'il y a des publications aujourd'hui. Sur la Russie, on écoute le point de vue de VTB, je sais pas qui c'est, mais ça va être un hedge fund ou un institut prestigieux. En général, ce Dukascopy ne reçoivent pas n'importe qui. Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV, je m'appelle Ben Jones. Ce matin, la Russie a publié les informations sur le volume du commerce de détail dont les chiffres témoignaient de la reprise après les indicateurs décevants du mois dernier, car les Jeux Olympiques de Sochi ont été un support solide pour l'économie. Toutefois, est-ce que ce progrès sera annulé par la confrontation géopolitique actuelle? Vladimir Kolitchev de la société VTB Capital me rejoint par téléphone dans quelques instants pour en parler en détail. Vladimir, pour commencer, je vous propose d'analyser ces données sur le commerce de détail et notamment le rebond de 2,4% jusqu'à 4,1%. Vous y attendiez-vous? Quel a été l'impact des Jeux Olympiques? Oui, en fait, nous nous attendions à une certaine reprise après les chiffres décevants de janvier. À mon avis, cette reprise est due à deux facteurs. Le premier, c'est bien sûr les coûts supplémentaires liés aux Jeux Olympiques d'hiver en février. Et d'autre part, ce phénomène peut aussi être dû au fait que les ménages se sont précipités à acheter des biens importés avant que leur prix n'augmente en raison de la faiblesse du rouble qui dure depuis le début de l'année. Cependant, dans tous les cas, nous voyons que la croissance des salaires se ralentit, tout comme le volume des prêts à la consommation. Donc, dans les prochains trimestres, les ventes au détail et les dépenses des ménages vont sûrement continuer à baisser. L'on a dépensé beaucoup d'argent et a mis beaucoup d'efforts pour Sochi. Tout cela dans le but d'améliorer la perception de la Russie dans le monde entier. Pensez-vous que tous les bénéfices que les Jeux ont offerts au pays puissent être éliminés en raison de la récente intervention militaire ? Oui, il est évident que l'ambiance s'est sensiblement détériorée depuis la fin des Jeux Olympiques. Je crois que maintenant, très peu de gens se souviendront de la réussite des Jeux en Russie dans le contexte des tensions accrues entre l'Ukraine et la Russie. Sans aucun doute, nous le voyons à travers la réaction commune et nous observons la baisse des investissements. Nous percevons clairement l'aggravation du climat des affaires. Il y a de moins en moins d'investissements. Les sociétés du secteur privé hésitent à investir dans leurs projets face à cette incertitude et notamment à cause de l'incertitude géopolitique dans le business.
Enfin, aujourd'hui, nous avons également reçu les données sur le chômage en Russie, dont le taux affiché atteint 5,6%. Nous apprendrons un peu plus tard les informations sur le montant du PIB de la Russie. Si les sanctions de l'Occident se poursuivent, quand et comment influenceront-elles ces statistiques ? Oui, je crois que l'impact de l'escalade des tensions géopolitiques a été tangible avant même l'application des sanctions elles-mêmes. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, l'impact sur l'économie se transmet principalement par la voie de la confiance, car les entreprises suspendent des investissements et les coûts associés du recrutement, ainsi que réduisent les dépenses en général. Les ménages ont une approche plus prudente, sans trop dépenser leur salaire et leurs revenus. Le montant de l'épargne augmente, ce qui limite également les dépenses des consommateurs. Quant aux sanctions, pour l'instant, nous ne voyons pas de sanctions qui pourraient vraiment avoir un impact direct sur l'économie. Mais jusqu'à présent, nous nous attendons à l'introduction des sanctions par l'Europe et les États-Unis contre la Russie. Vladimir, merci beaucoup pour vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour en savoir davantage sur tous les développements dans la politique et dans l'économie mondiale. Ok, c'était le point réalisé par Dukascopy. Alors, est-ce qu'il est pris en compte le dernier trade? Merde. Non, pas encore. Alors, on va s'écouter une autre vidéo. FXDD sur la réunion du FOMC, c'était le 25, mais je crois qu'on l'avait entendu. Disney acquiert Maker Studio, ça ne m'intéresse pas tellement. Calendrier économique pour demain, on écoute le point de vue. Les dernières données sur l'inflation de l'Allemagne seront publiées ce vendredi et l'équipe de Dukascopy TV va vous présenter beaucoup plus. Je m'appelle Ben Jones et vous regardez le calendrier économique. La première publication va paraître à 7 h et c'est celle de l'indice des prix à l'importation de l'Allemagne pour février. L'indice a légèrement reculé en janvier, étant resté inchangé au cours du mois précédent. Deux publications sur l'économie du Royaume-Uni vont paraître à 9 h 30, y compris la version finale du PIB du quatrième trimestre qui est bien surveillée. Une estimation préliminaire montre que la croissance annuelle du PIB s'est accélérée par rapport à 1,9% du trimestre précédent. Le compte courant du quatrième trimestre sera disponible à la même heure. Le déficit du compte courant s'est élargi au troisième trimestre par rapport à 6,2 milliards du trimestre précédent. La confiance économique de la zone euro pour mars sera publiée à 10 h. En février, l'indice a enregistré une croissance plus forte que prévu et il s'établit actuellement à son niveau le plus haut en plus de 2 ans. La publication suivante va paraître à 12h30 GMT et c'est celle des revenus et des dépenses personnelles des États-Unis pour février. Les revenus ont retrouvé la croissance en janvier après être restés inchangés en décembre, tandis que les dépenses ont surpris à la hausse suivant un gain de 0,1% du mois précédent. L'indice des prix à la consommation préliminaire de l'Allemagne pour mars est attendu à 1 h. L'inflation annuelle a reculé en février par rapport à 1,3% au cours du premier mois de l'année. Et la dernière publication de l'ordre du jour va paraître à 1 h 55 et c'est celle de la version finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour mars. Une estimation préliminaire suggère une baisse par rapport à 81,6 du mois précédent. C'était le calendrier économique pour vendredi, le 28 mars. Ne manquez pas notre prochaine révision des publications pour lundi. Au revoir. Ouais, donc terminé la journée, c'est une bonne journée, donc on va regarder ça de plus près. C'était du suivi du compte. 0,46% de profit depuis l'ouverture du compte. En gain absolu, c'est-à-dire en valeur nette en euros, 0,35% de profit. On voit qu'on a un parcours chaotique pour le moment, avec des petits niveaux de déficit, et on peut remonter pourvu que ça suit. Ça me fait plaisir de faire passer l'envers au niveau du suivi. Donc sur l'année, je prends 0,48%. Sur la semaine, je prends 1,13%. C'est vraiment une très bonne semaine. Merde. Pardon, excusez-moi, je parlais en même temps que la vidéo. J'avais pas fait attention. Donc ouais, je disais, voilà, content, c'est bien, machin. Et donc, 0,48% depuis l'ouverture du compte, 1,13% cette semaine. Et aujourd'hui, 0,46%, donc une très bonne journée. Sur la journée, d'ailleurs, je prends 69,60 pips, donc ça c'est vraiment un bon point. Et sur la semaine, 221,10 points. 84 points de profit depuis l'ouverture du compte. Donc voilà, au total, ça fait un profit de 351,77 € depuis l'ouverture.
du MAM avec un peu plus de 100 000 euros. Actuellement, la balance et l'équité sont à 101 545,40 euros. 176 trades ont été ouverts et fermés depuis l'ouverture de ce compte. 59% de trade gain pour 41% de trade perdant. Le gain moyen est de 8,92 pips pour une perte moyenne de 11,43 pips. Un gain moyen de 56,21 euros pour une perte moyenne de 74,49 euros, ce qui revient à un facteur de profit de seulement 1,06. C'est vraiment sur cet aspect qu'il va falloir que je travaille et que j'améliore. On verra. Normalement, ça devrait bien se passer par la suite. Au total, j'ai échangé 157,54 lots, ce qui signifie 15 700 000 euros de dollars échangés depuis l'ouverture du compte, soit 1102 euros, donc un peu plus de 1% de commission générée depuis l'ouverture de ce compte. Mes positions durent en moyenne 53 minutes, comme on me le demandait tout à l'heure. Voilà les statistiques les plus intéressantes. Donc pour le moment, c'est un mois de mars positif et un compte qui démarre plutôt bien pour ce premier mois de trading, pourvu que ça dure. Demain, pas d'émission. Je vous retrouve lundi pour une session de trading en direct de 14h jusqu'à 17h30 sur videobourse.fr. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à rester connecté et à suivre nos publications. Je publie régulièrement des vidéos. Il y aura encore du contenu qui va arriver dans les prochains jours. Vous pouvez participer sur le forum qui est actif avec plus de 4500 membres, des dizaines de messages échangés chaque jour. Donc si vous voulez des avis, des retours d'expérience, partagez autour de divers sujets en rapport avec la finance, le trading, n'hésitez pas à participer via le forum. Bonne soirée à tous, bon trade, à lundi pour une nouvelle session de trading sur videobourse.fr.